tous et bienvenue dans le JT de l'EDJ. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les mercredis pendant 30 minutes à partir de 17h pour décrypter l'actualité. Bonsoir Victorien. Bonjour Théo, bonjour à tous. Oui, chaque semaine nous allons revenir sur l'actualité au niveau local, national et international. Au programme de ce journal de ce mercredi 19 novembre, la grosse actu de la semaine revient sur la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Du côté local, un narco-laboratoire a été découvert à Mougins et une croix clandestine à Saint-Jamet. En France, la semaine décisive pour le budget et 40 enseignants se retrouvent sans salaire. À l'international, la Pologne accuse Moscou d'un sabotage ferroviaire. Et en République démocratique du Congo, plus de 30 personnes ont été tuées après l'éboulement d'une mine de colbane. Enfin, côté sport, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Sinner remporte le Master, Mbappé est en conflit avec le PSG et les championnats de foot et de rugby reprennent. Notre grosse actualité de la semaine est dédiée à la venue de Volodymyr Zelensky à Paris en début de semaine, une visite riche en enseignements. Victorien Cosson. Oui, ce lundi, Paris a accueilli le président ukrainien pour la 9e fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Une visite qualifiée d'historique et placée sous le signe du renforcement de la coopération franco-ukrainienne face à l'agression russe. Dès 9h30 lundi, Emmanuel Macron a reçu son homologue à la base aérienne militaire de Villacoublay. La matinée a été marquée par une cérémonie d'honneur militaire et une revue des troupes françaises. Volodymyr Zelensky a pu observer le fleuron de la technologie tricolore, composé notamment du Rafale, de drones dernier cri et de systèmes de défense anti-aérienne. La matinée a été marquée par une annonce importante, un achat qualifié d'historique par le président ukrainien. Les deux chefs d'État ont signé une lettre d'intention pour le renforcement des capacités militaires ukrainiennes. Cet accord porte notamment sur l'acquisition future de 100 avions Rafale conçus par Dassault Aviation. Jamais un pays étranger n'en avait commandé autant. La déclaration inclut également la vente de systèmes de défense aérienne, nouvelle génération et de drones. C'est un grand moment historique. Sans Rafale, c'est une nouvelle étape pour notre industrie, pour notre peuple, a déclaré dans la foulée Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron a assuré que la livraison des appareils vise à doter l'armée ukrainienne d'une capacité de dissuasion contre toute tentative future d'incursion, une nouvelle que n'a pas appréciée la Russie. Moscou a accusé hier la France d'alimenter le conflit en Ukraine. Et qui va bien pouvoir régler cette commande historique ? Eh bien justement, la question du financement, elle, reste entière, car dans le contexte budgétaire actuel, la France n'a tout simplement pas les moyens de financer elle-même ses avions au profit de l'Ukraine. Ce sont donc les mécanismes européens qui devront porter l'essentiel de l'effort. Deux leviers sont aujourd'hui sur la table. D'abord, le grand programme de prêt lancé cet été par la Commission européenne. Il permet de mobiliser jusqu'à 150 milliards d'euros pour aider les États membres qui investissent dans des équipements militaires sans obligation de remboursement avant les 10 premières années. La deuxième piste étudiée est l'utilisation des actifs russes gelés en Europe, des actifs potentiellement mobilisables à hauteur de 140 milliards d'euros. Cette option n'est toutefois pas l'unanimité parmi les 27 États membres. En marge de cette visite, la guerre continue de faire rage en Ukraine. Hier, un missile a touché la ville de Berestine, blessant 10 personnes, dont une adolescente de 17 ans qui a succombé à ses blessures. On passe à la page locale avec vous, Théo Guitoni, et on commence par la bataille contre la drogue qui gagne toutes les communes. Théo. Oui, Victorien, une importante opération de gendarmerie a eu lieu lundi pour démanteler un point de deal. Après des mois d'investigation, 70 gendarmes, un hélicoptère et une équipe cynophile ont été mobilisés. 4 individus ont été interpellés et un narco-laboratoire découvert. Plusieurs centaines de grammes de cocaïne ont été saisis ainsi que plusieurs millions d'euros en espèces. Dans ce contexte, un nouveau préfet pour la région sud a été nommé aujourd'hui en Conseil des ministres. Il s'agit de Jacques Witonski, qui était préfet de la région Grand Est. Il succède à Jean-François Leclerc, parti pour le cabinet du président d'Emmanuel Macron. Il arrive dans un climat très tendu, marqué par la guerre des gangs à Marseille et au Moulin à Nice. À Menton, des agents municipaux ont manifesté hier devant la mairie. Ils réclament une revalorisation salariale et surtout une prime de fin d'année. Cette prime leur avait été promise, mais la municipalité est finalement revenue sur cette décision. Les manifestants dénoncent aussi des conditions de travail dégradées et un sous-effectif, notamment dans les écoles.
Les associations de protection des animaux s'unissent contre le projet de transfert des dauphins de Marineland au parc de Beauval. Ce projet, soutenu par le gouvernement, prévoit un centre d'accueil dans le Loir-et-Cher. Les ONG animalières dénoncent un nouveau delphinarium et ont lancé une pétition en ligne. Elle a déjà recueilli plus de 30 000 signatures. Le CHU de Nice dresse un bilan positif de sa gouvernance partagée. Depuis 2 ans, médecins, soignants et direction prennent les décisions ensemble. Cette organisation décentralisée donne davantage de responsabilités aux équipes médicales. Le CHU estime que cette méthode améliore l'efficacité et le dialogue interne. Les Restos du Cœur ont lancé leur 40e campagne hier en France. Dans les Alpes-Maritimes, chaque semaine, plus de 22 000 personnes, soit environ 10 000 familles, bénéficient de leurs repas. Cela représente plus de 2,3 millions de repas par an. Cette organisation repose sur plus de 840 bénévoles spécialisés en logistique, hygiène, transport ou même encore comptabilité. Enfin, une menace d'attentat a été déjouée à Cannes. Un homme avait menacé sur les réseaux sociaux de faire exploser la synagogue dimanche. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Victorien, vous allez maintenant nous parler du reste de l'actualité dans les Alpes-Maritimes et notamment des élections municipales qui font grand bruit. Et effectivement, les Républicains ont décidé d'investir Louis Sarkozy comme candidat au parti au municipal à Menton. Une nouvelle que n'a pas digéré l'ex-première adjointe Sandra Père. L'élu parle d'un manque de loyauté à son égard. Pour montrer son mécontentement, elle n'a pas hésité à découper sa carte du parti dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. A noter qu'une peine d'inéligibilité a été prononcée à l'encontre de Sandra Père pour prise illégale d'intérêt. La justice lui reproche de ne pas avoir quitté la salle des délibérations du Conseil communautaire le 30 juillet 2020. L'octroi d'une subvention à une association dont elle était la présidente était alors à l'ordre du jour. Sandra Père a fait appel de la décision. Le délibéré sera rendu le 24 novembre prochain. C'est une information dévoilée aujourd'hui par le Canard enchaîné. Le maire de Nice, Christian Estrosi, est dans le viseur de la CGT d'une entreprise basée en Seine-Maritime, la SAS Rovima Holding. Il a reçu pour 47 453 € de jetons de présence comme censeur au conseil de surveillance. Or, on ne l'a vu qu'une seule fois dans l'entreprise. Quel travail a-t-il fourni ? S'interrogent les représentants du personnel. Le maire de Nice avait bien inclus cette rémunération dans cette déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en 2024. À Saint-Jeannet, une croix chrétienne suscite la polémique. La croix du Baou a été installée sans autorisation dans une zone Natura 2000, un espace public. Un groupe religieux aurait placé cette croix le jour de la Toussaint, une installation contraire à la loi sur la laïcité. Le lion a quitté son trône. Installé depuis juin 2023 sur la place Garibaldi de Nice, la statue du lion bleu créée par Richard Orlinski a été retirée cette nuit. Une statue qui avait suscité la polémique. Elle avait conduit le parquet national financier à ouvrir une enquête pour corruption et favoritisme contre Christian Estrosi. La justice soupçonne le maire de Nice d'avoir obtenu des cadeaux de son ami Richard Orlinski, cadeaux qu'il a exposés ensuite dans la ville. Une nouvelle œuvre devrait être installée sur la place. Nous allons passer tout de suite à l'actualité nationale. Le trafic de drogue se développe partout en France, du Var à la Meuse, en Guadeloupe, dans le Doubs ou les Pyrénées-Orientales. Les maires s'inquiètent, Théo. Oui, et depuis aujourd'hui, le congrès des maires a débuté à Paris. Les élus dénoncent le manque de moyens. À Perpignan et en Guadeloupe, les maires demandent plus de policiers et plus de pouvoir pour lutter contre le trafic. Dans le Var, 190 gendarmes ont découvert un laboratoire méthamphétamine. 15 personnes ont été arrêtées. Le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé à traiter le narcotrafic comme le terrorisme. Il a dénoncé les consommateurs qui financent les réseaux. Gérald Darmanin demande, lui, l'extradition de 15 trafiquants installés aux Émirats Arabes Unis. 14 autres ont déjà été rapatriés cette année. À Grenoble, un adolescent d'environ 12 ans a été grièvement blessé par balle ce dimanche sur un point de deal. Il a été réanimé avant son transfert au CHU. 9 étuis de 9 mm ont été retrouvés. Les tireurs sont en fuite. L'enquête pour tentative de meurtre est confiée à la DCOS. Côté fiscalité, la taxe foncière va augmenter pour 7,4 millions de logements en 2026. La hausse moyenne sera de 63 € par logement. Elle prend en compte les éléments de confort comme l'eau, l'électricité ou les VMC. Les propriétaires pourront contester ces évaluations. Les parents d'élèves, d'enseignants et agents des écoles du Rhône déposent plainte pour mise en danger. Ils dénoncent la présence d'amiante dans les établissements scolaires. Cette substance est cancérogène et dangereuse par inondation.
À Paris, le Louvre renforce sa sécurité après le vol de 8 bijoux estimés à 88 millions d'euros. Une centaine de caméras seront installées, un poste de coordinateur sûreté et un commissariat sur place vont être créés. Le militant écologiste Amin Kessassi publie une tribune dans Le Monde. Après l'assassinat de son frère à Marseille, il dénonce un crime d'intimidation lié à sa lutte contre le trafic de drogue. À Cantaleu, près de Rouen, un homme s'est retranché chez lui ce mercredi matin. Le raid est intervenu et l'a arrêté sans incident. Une quinzaine de résidents ont été évacués. La coordination rurale, deuxième syndicat agricole du pays, a élu son nouveau président. Bernard Vantaux prend la tête de l'organisation. Et enfin, à Angoulême, étant en pleine tempête, les grands éditeurs pensent que le festival de la BD 2026 ne pourra pas se tenir. Les auteurs menacent de boycotter l'événement. Le syndicat national de l'édition estime que l'édition est compromise. Les organisateurs espèrent sauver le festival grâce aux discussions en cours. Merci beaucoup Théo. Cette semaine, l'examen du budget entre dans une phase beaucoup plus technique et beaucoup plus politique à l'Assemblée. Et ce mercredi, Matignon doit gérer à la fois une majorité fracturée, une procédure budgétaire qui se grippe et un Sénat qui s'apprête à jouer un rôle décisif dans les jours qui viennent. Léa Canet. À l'Assemblée, les ministres en charge des questions économiques, Roland Lescure pour l'économie et Amélie de Montchalin pour les comptes publics, tentent de maintenir la trajectoire budgétaire définie par Bercy, pendant que le Premier ministre Sébastien Lecornu cherche encore à verrouiller une majorité sur la première partie du budget, la fameuse P1, celle des recettes. Et c'est là que la mécanique parlementaire commence à se dérégler. Et oui, Victorien, puisque l'entourage du Premier ministre a reconnu hier soir que le socle commun, Renaissance, Modem, Horizon, mais aussi LR, pourrait être incapable de voter la P1 en l'état. La raison est technique, plusieurs amendements adoptés durant l'examen modifieraient l'équilibre initial au point de rendre le texte insincère, un terme lourd de sens en droit budgétaire puisqu'il ouvre potentiellement la porte à une fracture constitutionnelle du budget. Pour tenter d'éviter un enlisement, certains groupes ont commencé à retirer massivement des amendements, les écologistes hier, puis les députés macronistes du groupe EPR aujourd'hui, environ 15% de leurs amendements. Objectif, rétablir un flux de travail normal et permettre un vote avant dimanche minuit, date butoir pour la première lecture. Car si la P1 n'est pas votée, le budget basculera automatiquement au Sénat dans sa version initiale, et là le rapport de force change drastiquement. Et c'est précisément au Sénat que les enjeux deviennent les plus techniques. La Chambre haute, dominée par la droite, entame aujourd'hui l'examen du PLF. Et elle le fait dans un contexte territorial explosif. Le congrès des maires s'ouvre cette semaine. Les élus locaux dénoncent des économies qui ne seraient pas de 4,6 milliards chiffre officiel, mais plutôt proches de 8 milliards selon l'Association des maires de France. Pour les sénateurs, ces alertes ne sont pas seulement politiques, elles engagent le cœur de leur légitimité puisque les maires constituent leur collège électoral. Certains élus évoquent l'hypothèse d'une censure politique si le gouvernement n'amende pas sérieusement sa copie. La vraie question maintenant, c'est est-ce que le Sénat acceptera-t-il de prendre en charge un texte que l'Assemblée elle-même n'arrive plus à tenir ? Techniquement, le Sénat a la capacité de réécrire largement la P1 et la P2. Politiquement, il peut se le permettre d'imposer sa ligne, surtout si Matignon arrive affaibli par un non-vote des députés. Et institutionnellement, le gouvernement devra composer. Toute version issue de la Chambre haute pèsera lourd lors de la commission mixte paritaire. Et c'est là que la suite se joue, dans la capacité du Premier ministre à lâcher du lest. Demain, lors de son discours devant les maires, beaucoup attendent que Sébastien Lecornu envoie des signaux très concrets sur les économies demandées aux collectivités. Un geste destiné à éviter un blocage frontal du Sénat dès la semaine prochaine, lorsque le texte arrivera formellement au Palais du Luxembourg. Merci beaucoup Léa. À présent, imaginez-vous être professeur, commencez votre année scolaire, vous êtes devant vos élèves, vous faites cours, mais votre salaire, lui, n'arrive pas. C'est ce qui est arrivé à une quarantaine d'enseignants qui n'ont toujours pas été payés pour le mois de septembre. Certains ont même dû contracter des prêts pour pouvoir vivre. Maëlys, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est exactement passé et pourquoi ces enseignants n'ont toujours pas été payés ? C'est une histoire qui aurait pu passer pour un simple couac administratif, si elle ne concernait pas des dizaines d'enseignants et si elle n'avait pas de telles conséquences humaines. Depuis la rentrée, une quarantaine de professeurs, en grande majorité contractuels, n'ont pas perçu leur salaire de septembre. Un mois complet de travail sans rémunération. Dans le lot, il y a un professeur d'anglais recruté en urgence qui assure 20 heures par semaine devant ses élèves. Sauf qu'au moment de consulter son compte bancaire, rien, pas 1 euro. Le rectorat lui explique que son dossier est en cours, qu'il faut patienter. Mais comment patienter quand il faut payer son loyer, ses factures, son essence pour se rendre au collège ou au lycée où l'on enseigne ? Les témoignages se ressemblent tous.
Il me reste 20 € sur le compte, j'ai dû mettre mon abonnement de transport en pause, je fais des pâtes depuis 3 semaines, j'ai honte de demander de l'aide à mes parents. Et la réponse proposée par certains rectorats ne passe pas. Plutôt qu'une avance sur salaire, ce que beaucoup espéraient, on répond à ces profs qu'ils peuvent contracter un prêt, notamment auprès de la MGEN. La MGEN, la mutuelle des personnels de l'éducation nationale, peut effectivement accorder des prêts à taux zéro. Mais on marche sur la tête. Ce n'est pas aux enseignants de s'endetter parce que l'État ne les a pas rémunérés. Derrière ces situations, il y a de vrais drames du quotidien. Une enseignante raconte qu'elle a dû emprunter 50 € à une de ses collègues pour mettre de l'essence et continuer à assurer ses cours. Un autre explique qu'il ne veut pas payer la cantine de ses enfants. On ne parle pas d'excès ou de caprice, on parle de besoins essentiels. Et ce qui choque encore plus, c'est que ce problème revient presque chaque année. Chaque rentrée, des contractuels signalent des retards de paie, des contrats envoyés trop tard, des outils ou des bugs informatiques. On les recrute souvent avant la rentrée, parfois même après, mais on n'est pas capable d'assurer le premier salaire. Et pendant ce temps, ces enseignants tiennent parce qu'ils ont leur classe, parce qu'ils ont un engagement, parce qu'ils ne veulent pas laisser leurs élèves sans professeur. Ce dysfonctionnement n'est pas seulement administratif, il est symbolique. Symbolique de la manière dont l'éducation nationale traite certains de ses personnels. Indispensables mais invisibles, présents mais précaires. La question qui se pose, c'est comment peut-on demander à ces enseignants d'être exemplaires, impliqués, disponibles, si l'institution elle-même ne tient pas la base du contrat, à savoir payer ses agents. On ne parle pas d'un bonus, d'une prime, d'un surcoût, on parle de salaire, ce sans quoi on ne peut vivre, ni enseigner sereinement. Et puis, il y a un autre enjeu, l'attractivité du métier. On manque de professeurs, on peine à recruter, on multiplie les contrats pour combler les trous, mais quel message à envoyer à celles et ceux qui envisageraient de rejoindre l'éducation nationale ? Venez enseigner, vous serez peut-être payés dans 1 mois ou 2. Comment attirer et fidéliser des enseignants si on les plonge dans la précarité dès la première semaine ? Merci beaucoup Maëlys et passons désormais à la page internationale avec vous, Victorien. Et on commence par un incident en Pologne qui implique de nouveau la Russie. Oui, la ligne ferroviaire reliant la capitale Varsovie au sud-est du pays a été endommagée par une explosion samedi. Les autorités polonaises accusent la Russie d'être responsable du sabotage. D'après le gouvernement polonais, les auteurs des faits seraient 2 ressortissants ukrainiens ayant agi pour le compte de Moscou. Le Premier ministre Donald Tusk parle d'un acte de sabotage sans précédent. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer. De l'autre côté de l'Atlantique maintenant, aux États-Unis, Donald Trump réhabilite Mohammed Ben Salman. Le prince héritier saoudien a été accueilli en grande pompe aujourd'hui à Washington, et cela plus de 7 ans après l'assassinat de Jamal Khashoggi, ce journaliste qui avait été tué dans le consulat saoudien à Istanbul par des agents du royaume. Khashoggi résidait aux États-Unis et avait critiqué le pouvoir saoudien. Les services secrets américains avaient à l'époque pointé la responsabilité directe du prince héritier d'Arabie saoudite. Mohammed Ben Salman n'était au courant de rien, a affirmé le président américain. Au Brésil, la COP30 se poursuit à Belém. Plus de 80 pays demandent l'adoption d'un plan concret pour sortir progressivement des énergies fossiles. L'initiative vise à donner des objectifs clairs et des échéances pour respecter l'accord de Paris. Alors que de nombreux pays poussent pour y mettre fin, plus de 1600 lobbyistes du secteur des énergies fossiles sont présents à la COP30. C'est un record. Au Kenya, les inondations qui ont eu lieu ces dernières semaines ont de lourdes conséquences. Des milliers d'habitants ont été contraints d'abandonner leur domicile face à la montée des eaux. Il serait en tout 7000 habitants autour du lac Naivasha à avoir été déplacés. Merci beaucoup Victorien. Un effondrement meurtrier samedi 15 novembre dans une mine du sud de la République démocratique du Congo a coûté la vie à plus de 30 travailleurs. Un drame survenu lors du franchissement d'un point artisanal emporté en quelques instants. On le fait point sur cet incident avec vous. Maria Matoua, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, un drame terrible s'est déroulé ce week-end dans le sud de la République démocratique du Congo, dans une région largement marquée par l'exploitation du cobalt. Au moins 32 mineurs ont perdu la vie dans ce qui est décrit comme un effondrement spectaculaire sur le site minier de Kalando, dans la province du Lualaba.
Ce fameux site, Maria, pourquoi n'a-t-il pas été sécurisé en amont ? Eh bien, en réalité, ce site minier avait pourtant bien été formellement interdit d'accès après de fortes pluies qui avaient fait craindre un risque d'éboulement. Mais malgré cette interdiction, plusieurs dizaines de creuseurs artisanaux se sont engagés dans la zone. Le drame s'est produit samedi sur la carrière de Mulondo, une zone officiellement exploitée par l'entreprise Page-Clem, située à environ 42 km au sud-est de Kolwezi, la capitale provinciale. Les premières explications des autorités locales sont glaçantes. C'est la traversée précipitée des creuseurs, selon un responsable, qui aurait provoqué l'effondrement. Les mineurs tentaient de franchir une tranchée inondée, une véritable frontière naturelle au cœur du site. Pour la contourner, ils avaient érigé un pont artisanal, un ouvrage de fortune qui n'a pas résisté à l'afflux soudain d'ouvriers. Selon un rapport des responsables de la mine de Calando, tout s'est joué en quelques instants. La pression exercée par les travailleurs sur cette passerelle improvisée a entraîné son effondrement brutal. Les corps ont été précipités dans la zone inondée où les équipes de secours s'activent depuis. À ce jour, 32 corps ont été repêchés, a précisé Roy Kumba Mayund, ministre provincial de l'Intérieur, ajoutant que les opérations se poursuivent. Alors, dans quelles conditions les secouristes travaillent-ils actuellement sur place ? Eh bien Théo, ces opérations se déroulent dans des conditions extrêmement compliquées. Le terrain est instable, détrempé par les pluies et les secouristes opèrent sous la menace constante de nouveaux effondrements. Le bilan actuel reste provisoire. On déplore par ailleurs de nombreux blessés, dont des cas graves, et plusieurs personnes pourraient encore être portées disparues. La majorité des victimes sont des creuseurs artisanaux, ces travailleurs qui opèrent en marge des exploitations industrielles, souvent sans protection, sans équipement et dans des zones où les risques sont permanents. Sur le site de Calando, les recherches continuent et les autorités s'attendent à ce que le bilan évolue encore. Merci Maria. Il est l'heure de la page sport avec vous, Thomas Courdéos. Vous allez commencer par nous expliquer quelles équipes ont obtenu un billet pour la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu cet été. Alors commençons par l'équipe de France qui s'est imposée face à l'Ukraine et l'Azerbaïdjan la semaine dernière. Les Bleus terminent premiers de leur groupe devant l'Ukraine. A noter pour la zone Europe la qualification directe pour l'Allemagne, la Suisse, l'Écosse, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l'Autriche, la Norvège, la Belgique, l'Angleterre et la Croatie. Parmi ces grandes nations d'Europe, il manque qui d'après vous ? L'Italie ? L'Italie. En effet, l'Italie. Les Italiens terminent deuxième de leur groupe derrière la Norvège d'Erling Haaland et devra jouer des matchs de barrage en mars 2026 pour tenter de se qualifier à la Coupe du Monde. En cas d'échec, ce serait la troisième fois consécutive que l'Italie ne parviendrait pas à se qualifier à la Coupe du Monde. Et pour les autres continents alors, Thomas, comment ça se déroule et qui est déjà qualifié ? Le format de la Coupe du Monde 2026 est nouveau. Il y aura désormais 48 pays, contre 32 auparavant, répartis en 12 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes se qualifient en 16e de finale. À partir des 16e de finale, les matchs sont à élimination directe. Du côté des qualifiés, on retrouve 16 pays européens, 9 pays africains, 8 pays asiatiques, 6 pays d'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande, seul représentant de l'Océanie, et 6 pays d'Amérique du Nord, dont les 3 pays organisateurs, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Du tennis à présent avec les résultats des finales de l'ATP à Turin et l'incroyable parcours de Yannick Sinner. Expliquez-nous d'abord le principe de la compétition. Les finales ATP réunissent les 8 premiers joueurs au classement ATP. Cette année, il manquait le numéro 4 mondial Novak Djokovic, remplacé par Ben Shelton, numéro 9 mondial. Ils sont divisés en 2 groupes de 4, puis s'affrontent et les 2 premiers de chaque groupe accèdent aux demi-finales. Lors de la première demi-finale, Yannick Sinner était opposé à Alex de Minaur et s'est imposé en 2-7. La deuxième demi-finale opposait Carlos Alcaraz à Félix Auger-Aliassime. L'Espagnol est également sorti vainqueur en 2-7. L'Italien et l'Espagnol se sont retrouvés en finale pour la 6e fois de la saison. Le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial jouent un tennis exceptionnel et sont nettement au-dessus du lot cette saison. La finale a tenu ses promesses puisque les 2 cadors ont livré une bataille acharnée pendant plus de 2 heures. C'est finalement l'Italien qui l'emporte face à son grand rival. J'ai des stats à vous proposer sur Sinner. C'est son 31e succès d'affilée sur indoor. Donc sa dernière défaite remontant en 2023 face à Novak Djokovic. Et pendant le tournoi, il n'a perdu aucun set et n'a concédé qu'une fois son service. Et Thomas, dites-nous ce qu'il faut retenir de l'actualité sportive de ces derniers jours. Alors en MMA, dans la nuit de samedi à dimanche, le Français Benoît Saint-Denis a infligé un KO à son adversaire en seulement 16 secondes. En rugby, le jeune ailier Louis Bielbarré a été nominé par World Rugby pour le titre de meilleur joueur de l'année 2025. Le Bordelais a réalisé une saison exceptionnelle avec son club en remportant la Champions Cup, en atteignant les finales du top 14, mais aussi avec le 15 de France, où il a remporté le tournoi des 6 nations et a été élu meilleur joueur du tournoi. On passe à présent au dossier Mbappé avec le PSG.
Le joueur réclame 260 millions d'euros au PSG pour la requalification de son CDD en CDI et pour l'harcèlement moral subi à la fin de son contrat. Tandis que de son côté, le club de la capitale réclame 440 millions d'euros pour le prix de son transfert avorté et des dommages et intérêts. Le club évoque le sujet de la loyauté et de l'image négative du club après son départ. Et ce week-end, les championnats reprennent en top 14 et en Ligue 1, notamment avec, et sans surprise, le derby du Sud entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, Thomas. Nice reçoit l'OM ce vendredi à 20h45 lors de la 13e journée de Ligue 1. Les Niçois pointent actuellement à la 9e place du classement et tenteront d'aller chercher un résultat à domicile pour se rapprocher des places européennes. Les Aiglons réalisent un début de saison moyen en Ligue 1 et catastrophique en Coupe d'Europe et auront à cœur de rendre fiers leurs supporters. De l'autre côté, les Marseillais dauphins du PSG doivent impérativement aller chercher des points pour continuer à titiller les Parisiens. En cas de victoire à l'extérieur, l'OM serait provisoirement leader de Ligue 1. Merci beaucoup Thomas, on fait le point sur la météo dans les Alpes-Maritimes avec vous Théo. Oui, Victorien, et demain matin, quelques nuages à Menton et à Nice, mais le soleil fera son apparition dans la journée. Température agréable, 15 degrés au maximum à Menton et 14 à Nice. En fin d'après-midi, quelques averses possibles, surtout autour de Saint-Martin-du-Var. Vendredi, le ciel sera plus chargé avec de petites pluies sur l'ensemble du département. Les températures resteront fraîches, 11 degrés à Menton au plus fort de la journée et 5 degrés le matin à Nice. Le week-end, les éclaircies feront leur retour. Samedi, les nuages se retireront et le soleil dominera avec 15 degrés à Menton et à Nice. Dimanche, quelques nuages résisteront, mais le soleil sera encore bien présent, Victorien. Merci beaucoup Théo, merci à l'ensemble des chroniqueurs, merci à la régie et à notre photographe aussi. Ce JT est à retrouver en replay sur la page YouTube de DJ Media. On se retrouve mercredi prochain à la même heure pour un nouveau journal. Bonne soirée et bonne semaine. À mercredi prochain.